Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais refaire un petit cours d'introduction à la robotique mobile, donc ça faisait un bout de temps que j'en avais pas fait. Donc voilà, comme l'année passée j'ai eu l'occasion de faire un cours de robotique mobile, donc j'ai pu apprendre plein de trucs. Et je vais essayer ici de vous donner quelques pistes, on va dire, pour appréhender un petit peu ce domaine. Donc voilà, déjà on va classer un peu qu'est-ce qu'un robot mobile. Donc ce slide là je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos. Les robots en gros on peut les classer suivant différentes catégories ici. Vous avez les robots manipulateurs, les robots parallèles qui sont utilisés dans l'industrie, qui sont généralement ancrés dans leur environnement, ils ne peuvent pas bouger. Et après vous avez tout ce qui est robots humanoïdes, à pattes, aériens, sous-marins et à roues. Si on appelle robotique mobile au sens large, c'est tous ces quatre types de robots là. Et moi dans les vidéos qui vont venir, en fait je vais me concentrer sur les robots à roues. Donc voilà, on va se concentrer sur les robots à roues qui sont sur un seul plan horizontal, on va pas mettre de pente, etc. dans un premier temps en tout cas. Peut-être qu'après je ferai d'autres vidéos, mais pour l'instant elles sont pas prêtes. Alors vous avez sur le site de Gotronic toute l'histoire de la robotique, vous avez vraiment donc au sens large, vous avez aussi des pistes sur l'historique des robots à roues ou des robots mobiles. Donc je vais commencer vite fait par un petit historique. J'étais assez surpris de voir en fait de quand date le premier robot mobile autonome, c'est-à-dire qui pas téléopéré, pas télécommandé, vraiment le robot qui fonctionne, qui se déplace sans intervention de l'homme. Et en fait, j'ai découvert que c'était en 1915, donc ce qu'ils appelaient le Electric Dog. Donc c'était un robot en fait qui se dirigeait vers la lumière. Donc il n'a pas l'air comme ça, on voit pas très bien, mais bon là je pense qu'il y a plein d'électronique. Alors, il faut quand même replacer un petit peu les choses dans le contexte. C'était l'époque où il n'y avait pas trop de tout ce qui est transistor, aucun microcontrôleur n'existait, donc toute l'électronique c'était vraiment l'électronique analogique. Et encore une fois, pas avec des transistors, mais plutôt avec des amplis à lampe, des choses comme ça. Des amplis à tube, pardon, des choses comme ça. Ensuite en 28 vous avez un ingénieur français en fait qui a aussi refait le Philidog. J'ai pas trouvé d'image de ce robot là. Voilà, donc pour la société Philips. Alors ensuite il faut attendre un petit peu, il y a eu la guerre entre temps je pense qui a pas mal joué. Donc en 1949 vous avez Greg Walter donc à l'université de Bristol qui a mis au point un petit robot. Donc vous avez le lien de la vidéo, je vais passer rapidement où on voit le système. Donc c'est 49, donc c'est des vidéos en noir et blanc. Donc c'était un robot qui était réactif et autonome, il réagissait à la lumière et au toucher. Donc là il a une espèce de coque où en gros quand il rencontrait un obstacle, je pense qu'il devait le détecter et réagir. D'après ce que j'ai trouvé, il avait simulé le comportement de 2 neurones. J'ai pas trouvé plus de détails au niveau scientifique dessus, mais bon, on voit quand même qu'il arrive qu'il a un comportement quand il va rencontrer un obstacle, il va réagir. Alors l'éviter c'est un grand mot, mais il va faire quelque chose pour continuer à pouvoir se déplacer. Voilà, dans les infos que j'ai trouvées, ils le disent comme étant la première vie artificielle dans le monde réel. Donc artificielle, encore une fois, le comportement où on n'a pas l'humain qui doit interagir. Donc ensuite, ça c'était 49. En France, en 1953, il y a Albert Ducrot que vous voyez ici sur l'image. Donc pareil, il y a une petite vidéo qui a fait le renard. Donc ils disent qu'il a 5 sens, qui ne sont pas vraiment les 5 sens humains, on va dire. Mais je vais avancer un petit peu la vidéo. Hop. Donc on voit qu'il arrive à éviter des objets. C'était où? Attendez, je recherche. Voilà, on voit bien ici toute l'électronique analogique qui était utilisée pour faire ça. Voilà, petite parenthèse, si vous voulez entendre l'accent titi parisien des années 50, allez voir la vidéo. Monsieur Ducrot, il est quand même bien servi de ce côté-là. Donc ça c'était en 53. Ensuite on a eu d'autres robots, donc à l'université de Johns Hopkins, qui par rapport aux autres au moins avait des circuits logiques déjà. Et en fait il pouvait gérer sa charge des batteries, c'est-à-dire qu'il allait chercher lui-même une prise pour se recharger. On voit quand même qu'il y avait beaucoup de choses, ça c'est comment aller faire les prises, donc mécaniques, pas d'intelligence on va dire électronique.
En tout cas, la mécanique était pas mal déjà. Donc là, on va le voir longer un mur pour chercher la prise. Alors pareil, là ils disent c'est autonome, mais on voit quand même que vous avez le calcul qui doit être un petit peu fait sur le côté. Je pense pas que tout soit embarqué. J'ai l'impression quand même qu'il a mis en route depuis le gros truc gris là, le gros poste gris. Voilà. Alors un des points moi pourquoi j'ai mis cette vidéo là, c'est il explique dans la vidéo donc qu'ils arrivent à sortir des pièges en mode vibrant. Je trouve ça assez rigolo parce qu'aujourd'hui il y a plein d'algos en fait qui arrivent à détecter quand ils sont bloqués dans des minimums locaux et ils en sortent en fait en rajoutant du bruit. Donc c'était une première chose. Donc je trouvais ça assez sympa de dire voilà que avant même l'existence des algos, le fait de rajouter du bruit ou de vibrer pour ce robot là permettait de sortir de solutions pas faciles. Ensuite, à partir des années 70, donc les agences spatiales en fait ils vont développer les robots mobiles pour l'exploration spatiale. Donc entre autres on peut citer en 70 un robot russe alors qui était télécommandé sur la Lune depuis la Terre, donc c'était pas vraiment robot autonome, en tout cas la partie contrôle etc était là. Donc le Lunocode, j'espère que je le dis bien. Ensuite à 96 vous avez la mission Mars Pathfinder qui envoie notre robot séjournaire sur Mars pour aller essayer de commencer à visiter Mars. Ensuite vous avez Curiosity qui a été envoyé en 2011 et depuis vous avez Perseverance aussi qui a aussi été envoyé. Donc tous ces robots là sont sur Mars dans des états plus ou moins de bon fonctionnement. Mais en fait, là, maintenant, au niveau autonome, ils ont un plan de mission à faire au début de journée. Après, on le laisse faire de manière autonome et on essaie de récupérer les données à la fin. Donc voilà. Donc, une des applications de la robotique mobile, c'est là où on ne peut pas envoyer un humain, on va essayer d'envoyer un robot pour aller explorer. Il y a d'autres applications, notamment dans l'industrie. Donc ici, vous avez un petit convoyeur où en fait, les employés donc dans l'usine vont aller mettre leurs produits dessus, le robot va l'envoyer d'un point à un point B. Il y a tout ce qui est les grands centres genre Amazon etc qui sont remplis de petits robots comme ça autonomes qui vont aller chercher les colis et les ramener. Il y a tout le côté militaire aussi. Quand c'est un petit peu dangereux, radioactif, ça peut exploser, c'est quand même vachement mieux d'envoyer un robot que d'envoyer un humain. Ça a pas mal explosé, c'est le cas de le dire, mais pas pour faire une mauvaise blague, mais tout ce qui est domotique, les aspirateurs autonomes chez vous, donc je pense que tout le monde maintenant connaît au moins une personne qui l'a. Ça marche plus ou moins bien en fonction des versions, mais bon, c'est quand même assez bluffant quand ils ont fait tout le chemin, quand ils arrivent à retourner à la maison, à leur point de charge. Et il y a un point que peut-être on a moins conscience, mais qui se développe en tout cas de plus en plus, c'est tout ce qui est robotique agricole. Avec différents outils en fonction si on fait de la vigne, si on fait des céréales, des choses comme ça, mais aller se déplacer dans le champ, se localiser dans le champ avec précision pour aller faire des mesures et vraiment aller donner le traitement le plus adapté possible. Une autre application, ça on n'a peut-être pas conscience quand on se dit robotique mobile, mais c'est tout ce qui est aide à la conduite. Donc c'est tout ce qu'il y a sur les voitures aujourd'hui, que ce soit l'aide au stationnement, le régulateur adaptatif, etc. C'est des choses qui sont basées sur les concepts de robotique mobile et de robots à roues. Donc sans la robotique mobile, on va dire, sans robot à roues, on n'aurait pas ces fonctionnalités-là sur les voitures aujourd'hui. Donc c'est aussi quelque chose que je vais essayer d'aborder dans les prochaines vidéos. Donc juste pour finir, donc là l'aspect présentation, en fait, si on a un robot dans son environnement, en gros généralement ça va se décomposer en 3 tâches. Une tâche de perception, essayer de repérer dans l'environnement où je suis, de décision, qu'est-ce que je dois faire, et d'action, comment je vais le faire. Donc tout ça, ces 3 choses là se basent d'abord sur une modélisation, principalement comment on va modéliser l'état de notre robot. Ensuite la perception, ça va être tout ce qui est localisation où je suis, mais aussi mapping, cartographie de l'environnement, de comment est fait mon environnement. Est-ce que c'est libéré, est-ce que je suis dans un labyrinthe, etc. Décision, donc ça c'est tout ce qui est étape de planif et du contrôle.
Voilà, je termine vite fait cette petite vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour l'instant j'ai pas mis trop, on va dire trop de maths dessus, juste une présentation un petit peu pour montrer voilà tout ce qui est la robotique mobile. Elle a quand même beaucoup d'applications, même si on n'en a pas toujours conscience directement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à la prochaine. Au revoir.